FAQ numéro 2, je crois, sur la chaîne Real France. On répond à vos questions. Ravi de vous retrouver en tout cas en cette fin de trêve internationale et avant les retours du grand Real Madrid. Voilà, une petite pause aussi marquée sur la chaîne Real France et on a décidé voilà, de prendre quelques questions sympathiques qui concernent le football, le Real et puis un petit peu d'extra également. Ça fait toujours plaisir et puis je pense que c'est aussi l'occasion pour vous de nous connaître peut-être un petit peu plus. On a sélectionné une petite dizaine de questions, il me semble, avec Rota. Merci beaucoup en tout cas d'avance pour avoir joué le jeu, nous avoir posé tant de questions. Évidemment, on n'a pas pu sélectionner toutes les questions, mais en tout cas, merci beaucoup. Rota, comment ça va? Bah, écoute, très très bien. Et toi? Écoute, ça va. Je viens de finir dans le noir sur la vidéo qu'on vient de tourner juste avant qui est sortie hier. Comme quoi c'est notre destin. Mais là, j'ai retrouvé le bon éclairage. On va pouvoir faire cette vidéo tranquille à FAQ. C'est Et parfait. on va commencer tranquillement avec une question tranquille. Question de Nouveau25 qui nous envoie déjà un beau message. Merci beaucoup, Nouveau, pour la force. Qui nous demande comment on s'est connu avec toi et Punto. Bon, pour répondre assez rapidement, synthétiquement, à travers les réseaux, hein, via Facebook, je crois, pour commencer à la grande époque de Facebook. Et puis Ça. après, on s'est développé tranquillement. Et deuxième question, Rota, qui te concerne, surtout toi. Rota t'a déjà dit ne pas être fan d'Omar Da Fonseca sur Beansport aux commentaires. C'est dû à quoi? Alors, déjà de manière globale, je préfère les commentaires espagnols, les commentateurs espagnols. C'est aussi par éducation parce que, depuis petit, j'ai toujours regardé les matchs en espagnol. Mon père regardait la télé espagnole depuis toujours, par satellite et du coup, bah, je suis un peu habitué et je suis tellement fan, en fait, de l'énergie mise par les Espagnols que je suis un petit peu, voilà, réticent d'écouter en français. Alors, vous allez me dire, bah, Omar Da Fonseca, de l'énergie, il en manque pas. Mais justement, à mon sens, il a de l'énergie, ça c'est sûr, c'est indéniable. Mais Omar Da Fonseca, pour moi, il parle jamais de foot pratiquement. Et ce que je dis toujours, c'est que quand je regarde un match de foot, ce que je veux, c'est écouter du foot. Et en Espagne, ils sont très synthétiques, c'est-à-dire que quand ils parlent de foot, qu'on aime ou qu'on n'aime pas, quand il y a un match de foot, pardon, ils parlent de foot. Et Omar Da Fonseca, bah voilà, de temps en temps, il y a des blagues qui visiblement plaisent énormément aux Français. Moi, déjà, je suis pas un très grand fan de son humour. Et deuxièmement, ça me plaît pas de savoir ce qu'il a mangé à midi ou ce que sa belle-mère elle lui a fait le vendredi soir. J'en ai rien à taper et je trouve que les trois quarts du temps, c'est ça. De surcroît, quand il développe une idée, bah, je suis désolé, mais son français est pas bon et du coup, il va jamais au bout de son idée. Il va jamais au bout des choses, donc on comprend rien. Donc voilà, c'est pas contre lui, j'ai rien contre lui. Je l'avais rencontré d'ailleurs, à Madrid il y a très, très longtemps et j'ai un ami aussi qui l'a rencontré et qui avait parlé avec lui et il est très gentil. Franchement, c'est un mec, qui s'arrête pour faire des photos, qui est super cool et je doute absolument pas du fait qu'il soit cool. Maintenant, je suis fan des commentateurs espagnols et Omar Da Fonseca, je trouve qu'il parle pas de foot, il parle de tout sauf de foot, de son expérience à lui, de ce qu'il a vécu, de ce qu'il a fait, de ce qu'il a mangé le midi et cetera et moi ça, bah, ça me plaît pas des masses quoi, tout simplement. Hmm. Ouais, pour les avoir croisés, moi aussi, bah, plusieurs fois du coup au Bernabeu, ouais, je les inclus avec les deux avec Benjamin, sont super, deux super gars qui prennent vraiment le temps et tout, discuter avec toi et tout. C'est très très simple, très avenant et tout. Après, par rapport au commentary, effectivement, alors moi cette saison, je me suis mis un peu à écouter aussi, à regarder sur Movistar notamment en Espagne, et c'est vrai que c'est pas du tout la même chose. C'est vrai que côté commentary espagnol, ils sont vraiment mais à fond sur le foot. Ça parle tactique, ça développe vraiment des idées. Souvent, t'as Benito sur les matchs du Real Madrid, Mmh. Alvaro Benito qui est quand même très très intéressant dans ses explications. T'as souvent Valdano qui est aussi en plateau. Qui est là Enfin, aussi, ouais. t'as du très beau monde et vraiment, c'est vrai que ça parle très très football, beaucoup football. Là où c'est vrai que c'est un peu plus léger quand t'écoutes Benjamin et Omar, même si moi j'aime aussi beaucoup le style des deux hommes et moi le côté aussi un peu plus léger ça me va aussi, même si j'ai pris aussi plaisir beaucoup à écouter aussi en Espagne l'aspect un peu plus tactique, on va dire, et technique du commentary. Bon, question suivante. Ouais, une question de Konaté Yakuba. «Bonjour les gars, j'espère que vous allez bien». Ça va très bien, hein, de toute façon, ça va toujours quand on répond à vos questions. Il nous pose une question très intéressante. La décision de Xabi de prolonger ne serait-il pas une conséquence de la volonté du Real à maintenir Carlo Ancelotti?
Oui, bah moi je pense de toute façon il n'y a pas trop de doute sur le fait que les deux destins sont liés et que celui qui a le dernier mot c'est le Real Madrid. Parce que je pense, je suis même sûr que Xabi Alonso il a déjà un accord avec sa direction au Bayer Leverkusen pour partir, même s'il lui reste une année de contrat sans poser de problème, si jamais le Real Madrid venait à frapper à sa porte. Mais si le Real Madrid venait à décider de conserver Carlo Ancelotti une saison de plus, ce qui est quand même pour l'instant la tendance, parce que le Real est satisfait de ce que Carlo Ancelotti tire de son équipe, hein, parce que bah, on est fin mars et que bah, on est encore en vie dans les trois compétitions principales. Hein. On va sans doute, s'il n'y a pas de catastrophe, et jouer une finale de Coupe du Roi. On est en quart de finale de la Ligue des Champions avec une carte à jouer face à Arsenal. En Liga, on est aussi plutôt bien positionné, même si on n'a pas l'avantage et qu'on n'a pas notre destin totalement entre nos mains. Voilà, donc je pense qu'on a un Real qui est plutôt une direction qui est plutôt satisfaite de ce que fait Carlo Ancelotti et qui pour l'instant se voit bien continuer une saison de plus avec Carlo Ancelotti s'il n'y a pas de catastrophe. Le contrat d'Ancelotti se termine en 2026, le contrat de Xabi Alonso se termine en 2026. Tout s'emboîte. Il y a pas le feu, effectivement, il y a pas le feu et puis j'ai envie de dire, Leverkusen, a certainement eu aussi l'envie de boucler cette prolongation en se disant: «Bah, si le Real le veut, forcément, il faudra aussi payer un peu d'indemnité et ils vont pas prendre tout le monde gratuitement», donc je pense que ça suit une certaine logique, comme tu dis, avec des destins qui sont liés pour les 2 hommes. Ouais, tout à fait. D'autant plus que bon, quand tu te mets dans la position du Real, tu laisses Xabi Alonso travailler, prendre de l'expérience une saison de plus. Voilà, même si je pense qu'on peut quand même aussi avoir la sensation que 2 ans au Bayer Leverkusen, c'est suffisant, je pense. Pour Xabi Alonso, je pense pour son expérience personnelle. Je pense que ce serait bien que pour sa troisième année, c'est bon, il va avoir autre chose qui essaie de passer une étape supplémentaire. Mais après, on sait qu'il y aura probablement, assurément pas d'entre-deux entre Leverkusen et le Real Madrid pour Xabi Alonso. En tout cas, au moment où on se parle, parce qu'on sait que tout peut évoluer très vite. Mais en tout cas, effectivement, c'est plutôt la tendance. Et oui, les destins des deux hommes sont totalement liés. Konaté, Yakuba, merci pour ta question. Autre question de Black Tiger qui nous demande une question, qui nous pose une question en rapport avec Sergio Ramos. Tiens, quel rapport avez-vous avec Sergio Ramos? À quelle place vous le mettez dans les plus grands joueurs du Real, de la sélection nationale? Comment vous avez vécu un peu sa sortie? Alors, on va pas forcément répondre sur où on le situe dans l'histoire du Real Madrid, parce que ça, je pense que c'est des vidéos qu'on fera sans doute peut-être cet été, ou en tout cas plus tard dans l'histoire de la chaîne. Mais c'est quoi un peu ton rapport avec Ramos et comment tu as vécu sa sortie? Ultra, ultra fan, certainement l'un de mes sportifs préférés. Moi, je trouve que c'est quelqu'un de très inspirant, de par sa personnalité, de par son envie, sa passion, son jeu, tout simplement. Donc, je suis un très, très grand fan de Sergio Ramos. Mais surtout, je trouve que c'est un joueur absolument légendaire, qui a marqué l'histoire de son sport en termes de nombre de matchs, qui a révolutionné son poste aussi. C'est un joueur qui a démarré latéral droit, qui est devenu central. Enfin, vraiment, c'est un joueur pour moi exceptionnel. Et j'ai très très mal vécu sa sortie. Je pensais pas que le Real pourrait lui faire ça, tu vois, finalement. Mm. Et d'un autre côté, j'en suis très content parce qu'on on a déjà parlé de ce cas, mais bah, le Real a tout simplement montré qu'aucun joueur ne pouvait jouer avec ses couilles, tout simplement. Je suis désolé, je suis un peu vulgaire, mais c'est vraiment littéralement ça. Mais voilà, j'étais évidemment très déçu. J'aurais voulu le voir continuer parce que je sais qu'il avait encore le niveau pour faire 2 ou 3 ans au haut niveau. Mais ouais, pour moi, Sergio Ramos, c'est vraiment un référent dans l'histoire du Real et j'ai plus qu'adoré le joueur. Mm. Ouais, pareil. Beaucoup de frustration hein, par rapport à sa fin parce que euh, très concrètement, alors je vais pas parler des joueurs que j'ai pas vus à l'œuvre, hein, Di Stefano et compagnie, mais vraiment en tout cas parmi moi de ce que j'ai vécu avec le Real Madrid, des joueurs que j'ai vu passer par le club. Pour moi, si Ramos aurait eu une belle fin avec le Real Madrid, je l'aurais mis plus grande légende du Real Madrid que moi j'ai connu, sans aucun débat. Là, du coup, je trouve que la fin gâche un petit peu le tout. Je pense en plus que c'est celui qui a perdu le plus gros parce que on sait que s'il avait continué 2 3 saisons de plus, peut-être une Ligue des Champions de plus assurément. Je pense pas que ça aurait été un frein pour gagner notre Ligue des Champions.
Il aurait battu des records, hein, notamment le nombre de matchs disputés avec le Real Madrid, parce que du coup il reste derrière Casillas et Raúl notamment, alors qu'il aurait pu aller les chercher. Enfin, voilà, il Raoul plus est. dur, mais pas impossible, ouais. Ouais, après c'est un défenseur, joué beaucoup. À voir, mais en tout cas il aurait pu aller les titiller. Casillas, je pense il aurait pu l'avoir. Bref, ce que je veux dire, c'est que voilà, effectivement, la fin laisse un petit peu de frustration parce qu'il aurait pu faire quelque chose de plus grand encore. Mais après, le rapport avec Ramos, c'est le même que le tien. Légende absolue, capitaine emblématique du Real Madrid. Le joueur que tu aimes très, 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 très fort quand il joue pour toi et que tu détestes quand il joue en face, tout simplement. Bon, Exactement, très très bon résumé, Tom. Question suivante de Nadia et elle est très intéressante. Celle-ci, je la trouve vraiment très intéressante. elle est dure. Carlo et Zizou auraient-ils pu gagner leur Ligue des Champions si Mourinho n'était pas venu poser ses bases? C'est extrêmement compliqué d'y répondre parce que on est dans la fiction, d'une certaine manière, tu vois. Si, si, si. Bon. Par contre, Rota, toi particulièrement, tu sais que José Mourinho, c'est pas du tout l'homme, l'entraîneur que je kiffe le plus, hein, parce que moi j'étais clairement Team Casillas à la grande époque et c'était un petit peu les deux clans, les deux représentants de deux idées et deux clans, enfin bref. Mais par contre, assurément que j'ai toujours reconnu avec beaucoup d'honnêteté que le travail de Mourinho était colossal et que oui, Mourinho a posé des bases quand même très très solides sur ce Real Madrid. Il a participé à un recrutement qui a porté ses fruits, hein, notamment Luka Modric, on s'en souvient. C'est lui qui a été le chercher, c'est même lui qui, après sa première année très mauvaise avec le Real Madrid, a insisté pour conserver Luka Modric malgré tout dans l'effectif, alors qu'il était très très critiqué. Voilà, il a fait venir des joueurs importants, il a surtout restructuré un Real Madrid qui était quand même en perdition et qui même avait perdu une certaine manière de l'âme, hein, de l'envie de gagner, parce que sur les dernières années, avant qu'il arrive, on se faisait quand même fouetter par des équipes, l'Olympique Lyonnais notamment. Donc oui, Mourinho a posé des bases quand même très très solides, et oui, je pense qu'on n'aurait pas eu, en tout cas, je vais le formuler autrement, Mourinho a sa part de gloire, entre guillemets, dans justement cette décennie glorieuse qui a suivi pour le Real Madrid. Ok, parfaitement résumé. T'es d'accord? Oui, je suis d'accord. À l'instar d'un Luis Aragonès, à qui on accorde énormément de crédit en Espagne pour la Coupe du Monde 2010, après qu'il ait changé la face de l'Espagne qui a gagné en 2008, alors qu'il y avait toujours eu de grosses équipes, mais pas de succès. Donc énormément de personnes accordent du crédit à Luis Aragonès. C'est un peu le même cas, mais comme tu l'as dit, c'est difficilement mesurable finalement. On le sait pas. Forcément, il a amené sa pierre à l'édifice. Il y est certainement pour quelque chose parce que on l'a dit, tu l'as dit aussi, on se faisait fouetter par la Roma, par Lyon. Je crois qu'avant Mourinho, il y avait 4 ou 5 années consécutives où le Real passait pas les huitièmes de finale de Ligue des Champions. Le Real a passé ce cap et a pu ensuite grandir et puis remporter les Ligues des Champions qu'on connaît ces dernières années. Donc assurément, je pense qu'il a participé à ça. Après, dire que sans lui, est-ce que vraiment Zidane et Ancelotti n'auraient pas gagné Ligue des Champions? C'est pas mesurable, c'est pas possible à dire parce qu'on ne sait jamais ce qui se serait passé. On ne connaît pas l'avenir, on n'est pas médium, donc c'est pas simple à répondre comme question. Tout à fait. Mais très bonne question. En tout cas, merci à Nadia. On enchaîne. Noreya aussi qui nous pose la question. Bonsoir Alphonse, pensez-vous que le Real doit prêter Arda Güler et Hendrik pour leur bien? Et puis pensez-vous qu'il faudra, parmi les trois stars de devant, il faudra en sacrifier un pour l'équilibre de l'équipe sur Hendrik et Arda? Dans l'absolu, oui, mais le Real ne prêtera pas les deux parce que ça ferait beaucoup de joueurs offensifs finalement qui partent en prêt et là, ça deviendrait peut-être un peu court en termes d'effectifs. Arda Güler, assurément, je pense que forcément, en tous les cas, Ancelotti ne l'utilise pas. Donc, comme on l'a déjà dit pour d'autres profils, ça dépendra aussi de l'entraîneur. Mais si c'est Carlo Ancelotti, je pense pas que les choses bougeront énormément l'an prochain. Et puis Arda Güler fait pas ses dernières sorties sont pas incroyables non plus. Donc, je pense que pour prendre un peu d'assurance, ça serait bien qu'il soit prêté. Maintenant, on l'a dit, c'est un jeune Turc qui a énormément de caractère. Tu vois, il a rejoué avec la Turquie, il marque. Je pense qu'il a aussi beaucoup d'ego.
et qui se dit qu'il n'est pas un joueur qu'on prête comme ça, un petit peu à l'image d'Odegaard, tu vois, en son temps au Real, même si lui avait accepté des prêts, et puis c'est juste qu'ensuite, bah, il voulait être titulaire, il n'a pas été. Donc c'est un poil différent, mais je pense que c'est aussi de l'impatience, même si on peut le comprendre. Et aujourd'hui, il est très heureux à Arsenal, et peut-être qu'il a fait le bon choix pour lui. En tout cas, je pense pas qu'Arda Güler ait envie d'être prêté. Tu vois, être prêté, mais où? Forcément dans un grand club. Est-ce que sa situation, son statut changerait dans un grand club? Je sais pas. C'est difficile à dire, et je le vois pas du tout être prêté à Getafe ou tu vois dans ce type de club. Il accepterait absolument pas ça parce qu'il sait très bien qu'il vaut entre guillemets plus que ça. Donc moi j'aimerais bien qu'il soit prêté dans un club qui a du potentiel et qui puisse le faire briller, mais je pense pas que ça matcherait entre les deux parties. Hendrick aussi, je pense que c'est un joueur qui a besoin de jouer, c'est un joueur qui a besoin de s'exprimer. Et là, il est vraiment cantonné à un second, voire un rôle tertiaire. Et c'est pas évident pour un jeune joueur comme lui qui a besoin de temps de jeu. Quand tu es jeune, tu as besoin de jouer pour t'affirmer, pour progresser, pour prendre tes marques. Et puis pour un buteur, marquer des buts et avoir de la confiance. C'est un peu plus imaginable, mais ça voudrait dire que le Real se met aussi sur un autre élément offensif, un neuf différent, un petit peu comme c'était le cas pour Rossellou, qui pourrait être bienvenu parce qu'on va aussi avoir un Alexander Arnold, peut-être un autre gars à gauche qui pourrait être des profils offensifs qui amènent des centres. Et on se dit, bah, le Real aurait peut-être besoin d'un profil différent devant, d'un Hendrick ou d'un Mbappé, par exemple, pour ne citer que. Donc ça pourrait être intéressant. Je pense que c'est beaucoup plus envisageable pour lui. Mais oui, moi personnellement, je serais favorable auprès des deux. Moi, je pense qu'un prêt serait surtout plus favorable encore pour Henrik que pour Arda. Parce que Arda, bon, après, il est pas très bon sur ses dernières sorties, donc ça valide pas forcément l'idée. Mais Arda, j'ai quand même la sensation qu'il pourrait être un peu plus utilisé, à meilleur escient, et qu'il pourrait déjà finalement avoir un petit rôle, un rôle secondaire évidemment, mais je pense qu'il pourrait déjà avoir un vrai second rôle dans cet effectif. Après, voilà, c'est un peu compliqué de l'intégrer. Il est jeune aussi, il a encore des défauts. Physiquement non plus, il n'est pas non plus prêt comme il devrait être. Mais je pense surtout qu'un prêt, ce serait bénéfique surtout pour Henrik, qui lui vraiment a besoin de jouer. Lui, tu le mets dans une équipe, même un petit peu de deuxième partie de tableau de Liga, où il est titulaire, où ça joue un petit peu pour lui. Je pense qu'il peut finir la saison à 10-15 buts sans trop de problèmes, rien qu'en championnat. Et puis ça le ferait progresser. Que là, c'est vrai que voilà. Puis en plus, en termes de profil, bah, c'est pas forcément non plus le profil différenciant dont le Real Madrid a besoin en comparaison avec ce que tu as déjà en titulaire, Mbappé, Vinicius, Rodrigo, pardon. Donc voilà, moi, je l'avais déjà dit, Rodi, j'aurais bien aimé. Je pense que le cocktail idéal, ça aurait été de conserver Rosselló une année de plus et Hendrick l'envoyer plutôt en prêt pour une saison. Mais bon, les choses sont ainsi faites. Mais en tout cas, oui, je pense que, surtout pour Hendrick, je pense qu'un prêt, ça aurait été bienvenu. Pour Arda, je le vois un peu plus comme un Takekubo, tu vois. Je pense que si tu le prêtes, je suis pas sûr qu'il réussisse à performer dans un club un peu moyen, deuxième partie de tableau. Tu sais, parce que vu que c'est un joueur qui joue, qui a besoin d'avoir le ballon, qui a besoin qu'autour de lui ça bouge bien, qu'il y a un niveau technique suffisant, etc. Même si, attention, même dans les deuxièmes, dans la deuxième partie de Liga, ça joue au ballon, attention, mais voilà, tu comprends un peu l'idée. Je sens un peu, je sentirais un peu plus un Kubo où il n'arriverait pas à s'exprimer comme Kubo le fait maintenant avec la Real Sociedad depuis qu'il s'est imposé. Et où il a trouvé surtout de la stabilité. Je pense que c'est un joueur qui a besoin de stabilité surtout. Bon, puis après la question par rapport aux 3-2 devant, il va falloir en sacrifier un pour l'équilibre de l'équipe Bah, ça dépend ce qu'on entend par sacrifier, mais oui, je pense que ça fonctionnerait mieux avec deux d'entre eux plutôt que trois. C'est un peu ce qu'on a vu. Enfin, en fait, même au-delà d'en sacrifier un, je pense que ce Real, avec ces qualités-là, parce qu'on l'a dit, on n'a pas de présence dans la surface, on n'a pas de joueur de surface pour moi. Je pense que le 4-4-2 serait plus adapté que le 4-3-3, très sincèrement. Donc oui, si la question elle est un petit peu tournée dans ce sens-là, pour moi, oui. Hmm. Oui, moi, de toute façon, moi je pense qu'à terme, je l'ai déjà dit, mais enfin, on sait que on se doute, enfin, je pense que tu partages l'idée que si on se projette dans 3 ans, les trois seront pas encore réels, je pense. Enfin, en tout cas, moi j'ai la quasi-certitude que Je pense aussi, ouais. que dans 3 ans, il y en aura un qui sera parti.
Mbappé, à moins qu'il y ait une catastrophe industrielle sur les 2 prochaines saisons, un peu à la Eden Hazard, il partira pas de sitôt. Rodrigo, c'est celui qui avait plutôt la plus grosse cote, entre guillemets, la plus petite cote plutôt, pardon, pour partir, parce que bah, c'est un peu le moins médiatisé aussi de ce point de vue-là, qui a un peu plus de frustration parce que pas forcément reconnu à sa juste valeur. Là, sur ce qu'on voit cette saison, l'idée aussi que j'avais un petit peu fait émerger de Vinicius, attention, d'ici 2-3 ans, s'il y a une grosse offre en Arabie Saoudite, bah voilà, je maintiens un peu cette idée. Finalement, aujourd'hui, si je me projette dans 3 ans, je vois plus un Real sans Vinicius et avec Rodrigo Mbappé que sans Mbappé ou sans Rodrigo. Je suis totalement d'accord avec ça. On l'avait déjà évoqué. C'est vrai que c'était toi, il y a quelques mois, peut-être même un an maintenant, qui avait dit que tu voyais plus C'était, Vinicius ouais. partir avant Rodrigo et je pense que dans l'état actuel des choses, je pense que tu avais la vision. Après, bon, euh, on se projette encore une fois. Il peut se passer bien, bien beaucoup de choses d'ici là, mais voilà, vraiment le schéma où Vinicius continue encore 2-3 ans et à un moment donné, si l'Arabie Saoudite est toujours derrière lui, il fait toujours cette offre. Je pense qu'à un moment donné, lui acceptera et on va pas nous la faire. On nous dit il est intransférable, 1 milliard d'euros, 1 milliard d'euros. Moi, je peux vous garantir que si l'Arabie Saoudite euh, pressent que le Real Madrid est prêt à accepter, à discuter une offre, à vendre Vinicius, vous inquiétez pas qu'ils mettront 400 millions d'euros s'il faut mettre 400 millions d'euros. Et à 400 millions d'euros, ça part. Le Real dit pas non. Je suis d'accord, totalement. On est d'accord. Bref. Question suivante, question de Papou. Salut Papou. Lui, il veut parler de l'équipe féminine du Real Madrid. Alors, il a 3 questions en une. Est-ce que c'est un projet sérieux? Déjà dans un premier temps. À partir de quel moment est-ce qu'elles pourront être considérées comme de vrais contenders? Et il nous parle aussi de la polémique qui a émergé, après le 1er classico remporté justement par les madrilènes face au Barça. Il y a eu une polémique concernant un but refusé, sur, un hors-jeu, pas évident du tout, de la Catalane quand il y avait un but partout. Voilà, il pense, activement lui que cette équipe, enfin il ne suit pas activement cette équipe et donc il a pas d'idée, il a pas vu le match donc il voudrait avoir notre ressenti. Euh, je suis un peu comme Papou, hein, et pourtant c'est presque un peu mon job, mais l'équipe féminine du Real, je suis pas non plus du tout. Euh, Et je confirme qu'il n'y a pas grand monde qui s'intéresse, en tout cas au niveau de nous, notre audience, parce qu'on a déjà tenté de faire des trucs sur Real France, des articles, un peu de suivi d'actualité de l'équipe féminine. Honnêtement, ça intéresse pas grand monde, hein. Les articles notamment sont pas beaucoup lus. Est-ce que c'est un projet sérieux? Oui, je pense que c'est un projet sérieux, mais c'est un projet qui va prendre du temps. C'est pas un projet prioritaire, en tout cas pour le Real Madrid, ça c'est une certitude. Le Real ne met pas des millions et des millions d'euros pour se renforcer, pour se bâtir vraiment une grande équipe. Ils y vont tranquillement à leur rythme. Et de toute façon, je pense que le gap aujourd'hui qui sépare la section féminine du Real et du FC Barcelone, elle est gigantesque. Enfin, je suis de très très loin le football féminin, mais de ce que je comprends, quand même, le Barça est vraiment au-dessus de tout le monde depuis 2-3 ans maintenant. Je pense que c'est même plus fort que l'OL, hein, notamment, je On voit pense. largement, oui, oui. L'OL, PSG, qui est un petit peu décliné à ce niveau-là. Enfin, d'autres clubs, en tout cas, qu'on connaît en Europe, c'est Wolfsburg aussi, je crois, qui avait une grosse équipe féminine. Ouais, il y a du Arsenal, il y a du Chelsea, mais le Barça, très honnêtement, c'est des années-lumière devant les autres, à mon sens aussi. Mhm. Ouais, et après, par rapport à la polémique, effectivement, alors, je l'ai vu vraiment de travers, encore une fois, mais oui, je pense que ça aurait dû faire 2-1 pour le Barça plutôt que 3-1 pour le. Enfin, après, on ne sait pas ce qui se serait passé après, on aurait peut-être gagné 3-2, mais voilà, je pense que le Barça aurait dû sans doute prendre l'avantage, et je suis pas sûr qu'on serait revenu parce que je crois. Alors, de mémoire, c'était le 18e ou 19e match confrontation entre les deux équipes. Et jusqu'à présent, le Barça avait gagné toujours. Et je crois qu'au niveau du score, c'était le cumulé. Ah, c'est Punto qui avait fait un article dessus. Là. En plus, son titre, il avait mis le score. Je crois que c'était 63 buts pour le Barça en 18 matchs, quelque chose comme ça, contre peut-être 4-5 buts pour la section féminine. Bref, voilà, il y a un écart colossal. Après, est-ce que c'est sérieux? Je pense que ça prendra le temps que ça prendra. C'est pas pour répondre, c'est pas un projet prioritaire pour le Real Madrid. Non, tout simplement. Tout simplement.
Ouais, le projet, c'était surtout de lancer cette équipe. C'est Aulas qui taquinait, Florentino Pérez. Ils étaient quand même enfin, ils sont, je pense, plutôt Oui, bons amis, en tous les cas, en tant que président et c'est lui qui le taquinait là-dessus en lui disant que, bah, déjà, ça peut être rentable financièrement, premièrement. La deuxième chose, c'est que, bah, un club de foot doit avoir, une équipe féminine. Qui plus est, le plus grand club du monde, forcément, tu es obligé de l'avoir. Donc le Real a mis du temps à se lancer, mais c'est bien lancé. Donc évidemment que le projet, il est très sérieux. Ça c'est certain parce qu'il y a quand même eu des recrues importantes, des recrues phares. Il y a eu de bonnes recrues. Maintenant, le Barça est tellement fort. Le Barça a de telles joueuses incroyables en tous les cas. Alors moi, je suis pas du tout un fan du football féminin. Pardonnez mesdames, et c'est pas de la misogynie, mais je trouve le niveau féminin professionnel d'une faiblesse absolue. Et j'ai vraiment pas peur de le dire, c'est un niveau R3 grand maximum. Et ça, je persiste et signe à le dire, c'est un niveau R3 grand maximum, voire D1 de district, pas plus. De toute façon, on le voit hein, quand elles affrontent des moins de 15 ans d'une équipe pro, elles en prennent 8. Je veux dire, enfin, voilà, faut pas se leurrer, c'est très faible. Maintenant, évidemment qu'elles ont le droit de se développer et qu'elles se développent et qu'il y a des joueuses qui sont tout de même talentueuses. Mais le Barça, oui, les Catalanes sont à des années-lumière déjà de beaucoup d'équipes, mais encore plus du Real. Et moi, quand j'ai vu qu'on avait remporté ce match, j'étais choqué parce que je sais pas si tu te rappelles, elles en avaient pris 5 ou 6 en championnat, elles s'étaient encore fait éclater. Et c'est Punto qui disait: «Putain, elles se font encore éclater». J'ai dit: «Mais tu les verras pas gagner de sitôt parce que franchement, c'est 2 sports différents, vraiment». Et puis au final, bon, elles l'emportent. Maintenant, oui, quand on voit aussi, pour revenir sur la polémique, quand on voit le but refusé aux Catalanes, j'en ai vu des scandales, dans ma vie, mais je crois que la main de Maradona est moins scandaleuse que le but qui a été refusé. Franchement, je pense qu'elle est pas hors jeu de 4, 5, 6 mètres, hein. C'est enfin bref, c'est fou, c'est fou. Mais le projet du Real féminin est évidemment sérieux, mais il avance de la même manière, dans lequel avance le football féminin. C'est-à-dire que, par exemple, sur ce but qui est scandaleux, il y a pas de VAR, il y a pas de VAR dans le football féminin. Et du coup, bah, quand tu vois que pas la même technologie n'est mise en place, pas les mêmes moyens sont mis en place, parce qu'il y a aussi moins de revenus publicitaires, moins d'investissements à réaliser, bah, tu sais que ça va doucement. Et bah, le Real va aussi doucement à ce niveau-là. Dans un premier temps, il fallait avoir une équipe féminine parce que le Real Madrid ne peut pas se permettre de ne pas avoir d'équipe féminine, ça c'est normal et c'est bien logique que Florentino Pérez s'y soit penché et c'était même un peu tard. Mais après, voilà, il y a quand même un gros delta, comme on l'a dit, par rapport au Barça, et ça prendra des années avant d'être vraiment une équipe redoutable qui pourra aspirer à gagner la Ligue des Champions comme chez les hommes. mm. Non, très juste. Même ne serait-ce en termes de résonance médiatique, tu vois, c'est quand même cette erreur qui est quand même assez monstrueuse dans un Real Barça. Les deux clubs quand même les plus médiatisés du monde, tu vois, ça a même pas. Tu vois, moi je l'ai vu passer parce que j'ai vu à un moment donné en scrollant sur Twitter, sur X, là, le soir du match, et j'ai vu passer le truc, mais sinon, je pense que la majorité des fans de foot, tu vois, ils en ont même pas entendu parler, tu vois, alors que ça arrive dans le foot masculin, encore plus sur un classico. La planète entend parler pendant des semaines et des semaines, et ici en Espagne, ça en débat pendant 20 000 ans. Bah, Bref. après, en Espagne, il y a quand même beaucoup de résonance sur le foot féminin. Déjà parce que l'Espagne est la meilleure équipe du monde, et deuxièmement parce que les records d'affluence sur des matchs féminins, ça a été le Barça et l'Athletic Bilbao, et ça se bat d'année en année. Donc il y a un vrai public pour le coup. Si tu regardes les stades, il y a du monde. Il y a Mm. du monde, donc ça plaît. En Espagne, quand même, ça plaît. Mais après, au niveau européen et mondial, voilà, c'est un peu réduit aux grosses équipes. Tu vois, tu as Lyon, comme tu le disais, Wolfsburg, le Bayern, Chelsea, Arsenal, le Real, le Barça. Voilà, tu n'as que les grosses cylindrées qui vont attirer. Et pour le reste, bah, ça reste assez pauvre. Quand tu regardes notamment le championnat espagnol, et pourtant il y a du public, il y a encore des stades, bah, je le répète, hein, c'est des stades de R1 au foot, tu vois, où il y a une capacité de 1500, 2000 places. Et ça, en règle générale, tu le vois pas dans le foot professionnel Mm. masculin. Ouais, elle avait rempli le Camp Nou, si je dis pas de bêtises. Je sais plus quel match, mais il me C'est ça. semble, il me semble qu'elle l'a fait. Ouais, non, mais les filles, elles jouent à Valdebebas, hein, au Di Stefano, donc c'est 6 000 places. Et je pense que ça fait pas. C'est peut-être le plus. Avec le Barça, peut-être Bilbao aussi, c'est peut-être le plus grand stade pour une équipe féminine en Espagne. Enfin bref. Voilà. Voilà pour la réponse. J'espère qu'on a répondu clairement à ta question.
Autre question, allez on enchaîne, de Ala Madrid Always, qui nous demande, avec la différence de niveau qui est entre l'Argentine et le Brésil notamment, cette confrontation entre l'Argentine et le Brésil, ne pensez-vous pas que le board de la direction du Real Madrid devrait se pencher sur le marché argentin plutôt que brésilien? Moi, je pense qu'il y a un marché européen qui est aussi à exploiter, plutôt que d'aller forcément, au Brésil et en Argentine. Mais il faut comprendre une chose, il y a une chose toute simple à comprendre quand le Real va chercher des brésiliens, c'est que déjà historiquement, bah, tu as toujours énormément de pépites quand même qui pètent au Brésil, et on l'avait dit, hein, quand Florentino a loupé les Neymar, il a voulu son nouveau Neymar. Il a pris un tas de joueurs, hein, il a pris Jesus Reinier, il a pris, Vinicius, il a pris Rodrigo. Bah, par exemple, 2 sur les 3 valent plus de 100 millions aujourd'hui. Donc très, très bon choix de sa part. C'est bankable en fait un joueur brésilien. Et comme je le dis souvent, tu vois Beraldo, le défenseur du PSG, s'il est finlandais, bah, il joue pas dans mon équipe en district, tu vois? Ou en régional. Il joue pas parce qu'il est nul à chier ce mec. Il est nul, et aujourd'hui, c'est un international qui joue au PSG parce que ces joueurs ont une hype incroyable. Tu t'appelles Beraldo, bah, tu peux jouer en Europe et tu peux être acheté, à des millions d'euros parce que tu vends des maillots aussi. Le Real est pas bête. Le Real, quand il prend, Kubo, il sait très bien qu'il va jouer sur le marché asiatique. Alors pas que, c'est évidemment un joueur qui a du potentiel et qui peut apporter quelque chose potentiellement dans le futur. Mais, il va viser le marché asiatique. Quand il prend, James Rodriguez après sa coupe du monde, il sait que c'est un très bon joueur qui peut apporter, mais en plus, en Amérique latine, il va exploser la vente de maillots. C'est ce qui s'est passé. La même chose pour Beckham. Il y a aussi un aspect économique et financier à prendre en compte quand tu recrutes, et le Real et Florentino le savent mieux que quiconque, et donc un joueur brésilien, c'est encore plus clinquant qu'un joueur argentin. Je dis pas que c'est pas clinquant un joueur argentin, mais un joueur brésilien, voilà, quand tu t'appelles, Ronaldo, quand tu t'appelles, Ronaldinho, quand tu t'appelles Robinho, quand tu as un petit nom comme ça là qui est clinquant, qui peut donner quelque chose, bah, forcément le Real, si le joueur est un peu fort, met 2-3 buts, il va se pencher sur lui 6 mois, et s'il juge qu'il peut être recruté et qu'en plus, à la limite, il pourrait être revendu parce que ça reste un Brésilien. Je pense notamment par exemple à Lucas Silva qui était parti ensuite, même si le Real a perdu de l'argent, il a réussi à le revendre. Bah, voilà, c'est un marché qui est intéressant à différents niveaux. Mm, mm. Pour répondre rapidement à la question suivante là, que j'avais notée, c'est Baptiste qui demandait est-ce qu'il y aura une vidéo Mercato idéal dans quelques semaines. Oui, oui, on fera ça comme on avait fait la saison passée. Tiens, je serais curieux d'ailleurs d'aller revoir ce qu'on avait évoqué comme Mercato idéal, parce que je sais même pas si on avait fait de retour, je crois, sur cette vidéo. C'est vrai qu'on avait toujours mis des petites innovations, on a été chercher Surprise. des petites surprises. Donc oui, il y aura une vidéo de genre, et c'est pour ça que même là sur cette vidéo, on répond pas forcément aux questions mercato, parce qu'évidemment qu'il y en a eu beaucoup. Parce que hier on a déjà publié une vidéo sur le sujet, je vous invite à aller la voir. Et sinon, ce sont des sujets qu'on évoquera prochainement, donc ne vous inquiétez pas. Question suivante, vas-y. Dead. De Dead qui demande si on préfère que le Real gagne la Liga, la Ligue des Champions ou la Coupe du Monde des clubs cette saison. J'ai un petit doute. Je vais peut-être te surprendre entre la Ligue des Champions et le Mondial des clubs. Toi, tu préférais la CDM, c'est ça? Si tu me dis que tu vas Euh, me surprendre. ouais, parce que tu vois, le Mondial des clubs, je pense très honnêtement qu'il va y avoir une hype. Je pense vraiment, là pour l'instant D'accord. c'est loin, mais je pense vraiment qu'ils vont réussir à créer une vraie hype autour de cet événement, tu vois. Et voilà, c'est la première édition sous cette forme-là. T'es le Real Madrid, t'aimes bien gagner la première pour marquer tout de suite ton territoire, tu vois, pour écrire au fer rouge ce trophée nouveau. Donc tu vois, après la Ligue des Champions, c'est la Ligue des Champions, ça reste sacré, surtout qu'en plus on peut avoir un parcours complètement dingue. Donc si je me projette et je me dis qu'on peut gagner une Ligue des Champions de malade mental, potentiellement tu sors l'Atlético City En ayant été barragiste en plus. en étant barragiste, en sortant potentiellement le PSG en demi-finale avec l'histoire Mbappé, potentiellement t'as un Classico en finale. Bon, si on parle de cette Ligue des Champions là, je prends la Ligue des Champions. Mais sinon, vraiment, peut-être un petit mondial des clubs pour finir la saison. Moi, je pense que je signe.
Ouais, moi, j'arrive pas à faire de choix. Pour moi, le Real doit tout gagner. Quand le Real perd, Ouais, évidemment, mais je me sens démuni et orphelin. Maintenant, bah, j'ai envie de dire, le mondial des clubs, OK, parce que c'est une première nouvelle version, mais le Real veut gagner aussi, bah, les nouvelles versions en Ligue des Champions. Le Real a gagné ah, c'est la vrai. première Ligue des Champions de l'histoire. Là, c'est un format qui est totalement différent. C'est vrai. Bah oui, moi j'ai envie que le Real aussi soit le premier à gagner cette nouvelle version. Alors c'était pas le cas en 93, hein, il y a eu aussi une nouvelle version de Ligue des Champions, c'est l'OM qui avait remporté cette première, donc le Real n'est pas habitué à gagner toutes les premières non plus. Mais voilà, là c'est, enfin je parle de C1 parce que je mélange C1 et Ligue des Champions. C1 c'est vraiment la Coupe d'Europe ultime, la meilleure des Coupes d'Europe, et la Ligue des Champions c'est ce qui est né en 93. Mais du coup oui, cette nouvelle version de la Ligue des Champions, bah moi ça me plairait que le Real la gagne, et comme tu l'as dit, normalement, mais il y a jamais de normalité dans le foot, ça veut dire que Mbappé sort le PSG en ayant signé au Real, et qu'il remporte sa première Ligue des Champions en ayant sorti son club dans lequel il se barre pour la gagner, et potentiellement en gagnant le premier classico de l'histoire dans une finale, et peut-être le seul qu'on verrait dans notre vie. Donc moi, désolé, mais la Ligue des Champions, Mmh. mais 4 milliards de fois au-dessus, ne serait-ce que pour ça, Pour les audiences de Real France, c'est peut-être mieux. en plus. C'est peut-être mieux, c'est peut-être mieux d'aller chercher cette Ligue des Champions, effectivement. Non, mais c'est vrai, en plus, j'avais omis ce détail très important de la Ligue des Champions qui est également sous une nouvelle formule cette saison. Mais après, la Liga, ça serait aussi pas mal. Hein. Back-to-back, tu fais le back-to-back, ce que t'as pas fait depuis un millénaire. Ouais. Tu la gagnes en plus en ayant fait les montagnes russes avec le Barça leader qui prend de l'avance, tu reviens sur eux, tu prends de l'avance, ils te repassent devant, ils ont leur destin en main, tu vas la chercher, ce serait une Liga qui resterait quand même dans les mémoires aussi, qui serait assez épique. Donc voilà, bon, en tout cas si on gagne tout ça, Carlo, c'est sûr il va rester, hein, les amis, je vous le dis ça, je ne dis rien. Bon, Ouais. question suivante. Emmanuel qui me dit bonjour Chicos, simple question, avez-vous des vidéos de vous en train de jouer au foot pour mater votre niveau? Sinon, une rencontre abonnée est-elle prévue? Alors oui, moi, tous mes matchs les week-ends sont filmés. On a la chance dans notre club d'avoir la vidéo VO. Donc évidemment qu'on a. Enfin, moi, j'ai des vidéos de moi. Alors après, toutes les vidéos que j'ai de moi durant toutes mes années de foot, vous imaginez bien que c'est que des vidéos qui me mettent en valeur. C'est des buts ou des passes D. Donc Ça pourrait oui, être j'en sympa. ai. Mais après, ouais, après très honnêtement, ne vous attendez pas à avoir l'intensité d'un match du Real, les gars. Je le dis toujours, hein. Je suis un joueur amateur et je suis à des années-lumière des joueurs que je critique positivement ou négativement sur cette chaîne, évidemment, et tout le monde doit en avoir conscience. Mais oui, des vidéos, si c'est que ça, on peut t'en envoyer en privé, il n'y a pas de souci. Un petit golasso, faudrait que tu nous sortes un petit golasso là sur les dernières années. Ouais, même si tu joues latéral droit, donc bon, des buts, c'est pas non plus. Ça va commencer à remonter pour voir un golazo de ma part en vidéo, ouais. Ouais, et moi, je crois que j'avais une vidéo, mais ça remonte, hein. Ça remonte parce que le foot, ça fait longtemps que de mon côté, j'ai lâché. Je me suis plutôt mis au paddle depuis que je suis en Espagne notamment. Et moi, mes matchs n'étaient pas filmés sur les dernières années. Bref. Mais en tout cas, pour l'idée rencontre abonnée, ça pourrait être sympa. Après, on l'a déjà expliqué sur la chaîne. Hein. Moi, je suis à Madrid, Rota est en France, Punto est en France et dans un autre lieu encore. On n'est pas du tout du côté de Paris, là où je pense il y a le plus de Français qui nous suivent. Mais par contre, effectivement, un jour où Rota débarque sur Madrid pour un week-end, pour un match, on pourrait potentiellement essayer de créer une petite rencontre, puisque j'imagine. On peut faire un truc sympa, ouais, une rencontre, quelques questions, même manger ensemble si on n'est pas à 70. Évidemment que ça, c'est des Faisable. choses possibles, et oui, en plus, ça nous ferait énormément plaisir de rencontrer un maximum de fans. Carrément. Vas-y, Bah, je crois que c'est la dernière si je dis pas de bêtises. j'en ai une C'est bonus. Baba. Pensez-vous que le Real doit impérativement acheter un latéral gauche pour réussir son mercato d'été? Qui rejoint un petit peu la question de tout à l'heure. Oui, d'ailleurs, je crois qu'on avait conclu quasiment sur la même question, si je dis pas de bêtises. Non, non, c'était pas. Bref, peu importe. Oui, oui, oui. C'est un grand oui, parce que Ferland cette saison, c'est pas du tout convaincant. Puis il y a toujours le sujet blessure avec lui. Fran Garcia, c'est un petit peu mieux cette saison, mais c'est quand même pas folichon. Et j'ai du mal à me projeter vraiment, encore une fois, avec Fran Garcia sur la suite. Donc oui, pour moi, il faut un renfort. Qui? Alors ça, c'est la grande question. Moi, Alphonso Davies, j'aurais plutôt signé.
C'est une piste qui est morte. En plus, il s'est blessé au ligament croisé, donc bon courage à lui pour Ouais, s'en remettre. courage à lui. Et voilà, donc moi je me dis, moi l'option que j'aimerais bien tester, c'est Miguel. J'aimerais bien un retour de Miguel pour tester, voilà, voir ce que ça peut donner dans ce Real Madrid. Évidemment qu'il a des qualités offensives, qu'il a des défauts défensifs notamment, mais on n'est pas à l'abri pour moi d'avoir une bonne surprise, un joueur qui est capable d'élever son niveau encore plus, le niveau par rapport au niveau qu'il a déjà démontré avec Girona, un peu à la Raúl Asensio. Voilà, moi j'aimerais bien Miguel Gutiérrez, en plus c'est pas une option chère, je crois que tu as 8 millions d'euros à mettre sur la table, vas-y quoi. Ouais, et puis encore une fois, ça rentre dans la politique que je pense va mettre en place le club pour toutes les raisons qu'on a déjà évoquées, dont celle qui est très intéressante dont tu as parlé tout à l'heure, Coupe du monde, en 2030 en Espagne, au Portugal, au Maroc. Le Real a envie d'avoir des internationaux, ça j'en suis persuadé. J'ai pas besoin de sources pour savoir que Florentino Pérez aime ça et qu'il ne veut pas voir l'équipe nationale dénuée de joueurs du Real Madrid. Donc si tu peux, récupérer Miguel et puis en faire un joueur, le façonner, en un joueur qui peut être potentiellement international en plus, parce qu'à gauche, je pense qu'en Espagne, il y a aussi un petit peu de place à se faire dans les années à venir. Eh ben, je pense qu'il s'en privera pas. Après, est-ce que c'est la meilleure des options par rapport à ce que je vois pour Miguel? Je suis très sceptique. Joueur du Castilla, espagnol, j'adore. J'aimerais le voir au Real, mais est-ce qu'on pourrait pas faire une Fran Garcia bis parce que c'est un joueur qui évolue en tant que piston dans un 3-5-2, un peu comme le faisait Ashraf à l'Inter, et quand il est arrivé au PSG, qui sont passés à 4 derrière, bah, c'était très dur pour lui parce que c'est vraiment pas le même rôle. Croyez-moi, un latéral et un piston, c'est pas la même activité du tout. Même si ce sont des joueurs professionnels qui arrivent à s'adapter à différents systèmes. C'est aussi en phase 2 des joueurs professionnels, et du coup, l'adaptation, bah, elle est pas si simple que ça. Moi, voilà, il y a un joueur que j'adore, mais qu'on n'aura jamais, c'est Nuno Mendes, le Portugais du Hmm. PSG, que je trouve absolument incroyable, qui est On l'a raté jeune, lui, qui est hein. puissant, ouais, qui est très très fort. Et après, bah, les options, c'est pareil. Elles restent assez limitées. Il y a du monde, il y a des bons joueurs, mais des joueurs qui peuvent coller financièrement, venir au Real Madrid, être intéressants et être intéressés, bah, il n'y en a pas énormissime. Et c'est vrai que Miguel, à mon avis, tient certainement la corde là-dessus. Mais après, c'est pareil. Pour remplacer qui? Si c'est pour remplacer Ferran Garcia, personnellement, je prends. Si c'est pour remplacer Ferland Mendy, même s'il fait une mauvaise saison, c'est quand même quelqu'un qui a beaucoup, beaucoup d'expérience, et je suis pas sûr qu'avec les 2 Espagnols à gauche, on soit mieux loti forcément que ce qu'on a actuellement. Donc voilà, ça va être un sujet délicat sur lequel le Real doit beaucoup travailler, je pense. Mais j'ai hâte de voir comment ça va se goupiller pour le coup. De toute façon, on l'avait dit tous les deux, on était d'accord hein, sur la vidéo qu'on a fait la semaine dernière par rapport au chantier en défense. Plus qu'un central, pour moi, il faut deux latéraux et un droite et un renfort Ouais. aussi sur le côté gauche. C'est surtout là qu'il faut travailler, même si moi je suis aussi largement preneur d'un central supplémentaire. Et j'ai une dernière question bonus que je viens d'aller chercher là comme ça rapidos, et en plus je crois que c'est la question peut-être la plus piquante, celle qui servira sans doute de titre de cette vidéo. Zap de Bro, Lodja qui nous demande Vinicius était toujours au centre du projet du Real Madrid. Oui, je pense quand même. Enfin, en tout cas, ça veut tout et rien dire sans du projet. Très honnêtement, c'est compliqué. Mais si on veut vraiment être franc et direct et parler français, je pense que le staff du Real Madrid aime beaucoup Vinicius. Maintenant, l'élément central du Real, et ça va en déplaire à, ça va déplaire à beaucoup, mais c'est Kylian Mbappé. C'est Mhm. certain. C'est le plus bankable. C'est celui qui génère le plus de hype. C'est celui qui, je pense, cette saison fait vendre le plus de maillots. C'est celui qui marque le plus. À mon sens, c'est loin d'être le meilleur joueur cette saison, vraiment. Mais par contre, c'est l'élément central autour duquel je pense le Real veut construire plus que Vinicius. Je pense qu'il a pris plus d'importance aujourd'hui, tant au niveau médiatique qu'au niveau place au sein même de l'effectif. Donc, je dirais que Vinicius, c'est plus autant le chouchou. Ça reste un joueur important, ça reste un joueur que le Real souhaite conserver, ça j'en suis persuadé. Mais comme tu l'as dit tout à l'heure, s'il y a une offre à 400 millions qui vient pour Vinicius, le Real se posera la question et peut-être fera plus que se poser la question. S'il y a un club qui vient avec 400 millions pour Mbappé, qui vient d'arriver, je pense que le Real refuse. Donc le différentiel, il se fait un petit peu ici. C'est pas forcément juste, c'est même pas du tout juste, je pense,
concernant Vinicius, mais il y a plein de choses qui rentrent en compte. Il y a le côté bankable, le côté hypant, le fait qu'il y en ait un qui vienne d'arriver et l'autre qui énerve un petit peu tout le monde avec son attitude. Donc voilà, il faut pas mettre les défauts de l'un pour valoriser l'autre ou vice-versa. Mais je pense que c'est un peu comme ça que sont ressenties les choses à Madrid. Et du coup, élément central, du coup, si je dois vraiment répondre factuellement, non, je pense pas que ce soit Vinicius qui occupe ce poste-là. Je vais faire une réponse encore plus simple. Si Vinicius était au centre du projet sur ces dernières années, mais si les intentions du club étaient de faire de Vinicius toujours le centre du projet, le Real n'aurait pas signé Mbappé. Le Real aurait été signé un Julian Alvarez ou un numéro 9, quoi, un vrai numéro 9, un mec qui est là pour marquer, qui sera là pour répondre des services de Vinicius et de Rodrigo, notamment au centre. Voilà, des centres enfin les débordements, les différences qu'on fait, tout simplement. Aujourd'hui, factuellement, alors, il faut quand même rester très clair, tu l'as déjà dit, mais je vais quand même le répéter. Pour pas que les gens ne comprennent mal. Évidemment que Vinicius, il a une très grosse cote de popularité. Je suis au Bernabeu à chaque fois. Je vous le garantis, le Bernabeu kiffe, surkiffe Vinicius, est à fond derrière lui. Mais indéniablement, comme tu le dis, Rota, si on doit parler français, pour le club, est-ce que c'est juste pas forcément, mais pour le club, l'élément central, s'il y a un élément central à sortir dans le projet, bah, c'est qui Mbappé aujourd'hui, très clairement. C'est Mbappé parce que il a une cote de popularité qui est quand même très particulière à Madrid et particulièrement élevée, bien sûr, j'entends. Et puis sur les prochaines années, on peut s'attendre à ce que ça tourne, le projet tourne autour de lui parce que bah, c'est le buteur, parce que c'est celui qui va faire les stats. Et on sait comment ça marche sur le plan médiatique. Voilà, au-delà du fait que il a une hype qui est supérieure à Vinicius Junior, parce que je pense que si Mbappé avait gagné ce que Vinicius a gagné l'année dernière, Mbappé, son ballon d'or, il l'aurait pris sans aucun problème. Il faut pas se mentir aussi, tu parlais de l'attitude de Vinicius, mais si nous, en tant que supporters, on est irrité parfois par son attitude, faut pas croire qu'au sein du club, il n'y a pas aussi des gens qui disent Vinicius il nous agace un peu. Voilà, donc son attitude divise aussi au sein du club, même si on sait qu'il a le soutien du club. On l'a vu sur la cérémonie du Ballon d'Or, notamment en cet acte du Real Madrid de ne pas se présenter, notamment en soutien de Vinicius. Il est soutenu aussi dans tout ce qui est défense par rapport aux insultes racistes, tout ça, et ça c'est très très bien, et heureusement que le Real Madrid le suit à ce niveau-là. Mais voilà, mais par rapport à son attitude, évidemment qu'au sein du club, il y a des gens qui sont aussi un petit peu agacés, irrités par son attitude. Donc voilà, disons les choses clairement comme elles sont. Bah oui, le centre du projet, c'est plutôt Mbappé aujourd'hui. Et le Real est un peu ingrat aussi, j'ai envie de dire, Oui, par rapport aux joueurs, par rapport aux joueurs qui arrivent en tant que méga stars. Tu vois, Cristiano Ronaldo, Kaka, Eden Hazard, Kylian Mbappé, le Real a envie de les pousser. Le Real veut pousser ces joueurs-là parce qu'ils arrivent en tant que méga cracks et c'est important pour eux de montrer que les méga cracks réussissent au Real. Vinicius, mine de rien, il arrivait avec un petit statut, présentation d'un jeune joueur brésilien. Le Real l'a fait monter et ça reste, je pense, un parallèle qui est différent au sein du club. On a fait monter Vinicius et du coup, bah, si t'es pas content, grosso modo, je vais vraiment vulgariser un peu la chose. Mais si t'es pas content et que tu veux aller voir ailleurs, bah va. Mais tu ne grandiras jamais autant que tu as pu le faire au Real Madrid. Alors que Kylian Mbappé, c'est une méga star. Le Real lui apporte aussi, en tout cas veut lui apporter le titre qu'il a jamais remporté, c'est-à-dire la Ligue des Champions ou le Ballon d'Or au niveau individuel. Mais d'un autre côté, il rapporte aussi énormément en termes de hype au Real Madrid, même si le Real n'en a pas forcément besoin. Donc, il y a un peu aussi ce côté au Real, et c'est pas que de cette époque, hein, de valoriser les méga cracks, en tout cas les gars qui arrivent en tant que méga cracks et de pas les lâcher. Tu vois, le Real peut pas du jour au lendemain se dire ouais, on a pris Kylian Mbappé et puis on va le lâcher parce que bah voilà, non, finalement, ça va pas, c'est pas ouf. Ils l'ont fait avec Eden Hazard, mais parce qu'Eden Hazard, il savait pas mettre un pied devant l'autre. Tu vois, c'est vraiment c'est en cas extrême. Là, Kylian Mbappé, dans une saison qu'on juge, en tout cas moi, que je juge pas bonne, j'ai pas peur de le dire, bah il est déjà à 35 pions, je crois. Il est sur les bases des records de Van Nistelrooy ou de Ronaldo ou de Cristiano, je crois, sur sa première saison au Real. Et ça, en termes de stats, comme tu l'as dit, bah, c'est ça qui est impactant au Real Madrid aussi. Et forcément, ils vont le valoriser.
Alors que sur Vinicius, en plus de cet aspect où l'attitude saoule un peu, bah voilà, il y a cet aspect où le Real a contribué au développement de Vinicius alors qu'Mbappé arrive en méga star. Je pense, en tout cas c'est mon avis, hein, peut-être que j'ai tort sur toute la ligne, mais je pense qu'il y a aussi cet effet-là au niveau générationnel qui a toujours primé aussi au Real. Ouais, et puis vraiment, si on parle d'impact médiatique, Mbappé, c'est plus comparable avec, je suis désolé, mais avec Cristiano Ronaldo, en termes d'impact médiatique, je parle, qu'avec même avec Eden Hazard ou avec Kaka ou d'autres stars qui sont arrivés sur ces dernières années. Vinicius, c'est un cas encore différent parce qu'il arrive très jeune, voilà. C'est pas Ouais. comparable à ce niveau-là, mais je pense que même un Vinicius, il jouait dans un autre club, il arrive au Real Madrid, bah, je suis pas sûr qu'il a le même impact médiatique qu'a qui Mbappé. Mbappé, il a tellement explosé tôt, il a explosé notamment grâce à la Coupe du Monde, donc rayonnement plus, comparativement à quand tu brilles en club. On va dire, voilà, le foot de sélection, on peut dire ce qu'on veut, mais une Coupe du Monde, c'est encore plus d'impact pour le grand public et pour ceux qui sont pas forcément des hyper connaisseurs, suiveurs du football. Bref, je pense vraiment qu'en termes d'impact médiatique, Mbappé c'est plus comparable à CR7. Voilà, le mec il a rempli Bernabeu, je suis désolé, mais il a rempli le Bernabeu. Il a vendu je sais pas combien de maillots sur son premier jour. Enfin, il a fait des. Après, après, attention avec ça, parce qu'aujourd'hui, je pense que si Vinicius il signait au Real, en ayant accompli ce qu'il a accompli ailleurs, je pense qu'il remplit le Bernabeu. De la même manière où, même si le Real fait les choses bien plus en grand que les autres, demain, Vinicius, s'il signe à Manchester United, je pense qu'il te remplit Old Trafford aussi. Donc, je suis un peu mitigé. Je vois ce que tu veux dire parce que je pense honnêtement qu'il y a un aura bien plus important de Kylian Mbappé et même au niveau international que Vinicius. Je vais faire un parallèle qui est bête, hein, mais je ne sais pas si tu te rappelles de cette vidéo où la NBA fait un focus sur Neymar et Vinicius. Et Vinicius fait un signe de présentation. La NBA ne le nomme pas parce que la NBA ne sait pas qui c'est, alors qu'elle sait qui est Neymar. Jamais ça n'arriverait à Kylian Mbappé. Là, on rentre dans des trucs où on extrapole un peu, mais Kylian Mbappé, il fait partie de ces joueurs, il fait partie de ces sportifs tout simplement qui sont internationalement reconnus. Je ne dis pas que ce n'est pas le cas de Vinicius, je dis juste que l'aura et la hype de Kylian Mbappé au monde est quand même plus importante que celle de Vinicius. Donc je rejoins un petit peu ce que tu dis. Maintenant, je pense que dans le monde du foot, Vinicius, s'il Oui, part, ouais, il te remplit un stade quand même parce que ça reste un joueur que les fans de foot adorent voir parce que c'est un casseur de reins et peut-être même le meilleur casseur de reins à l'heure actuelle ou l'un des meilleurs casseurs de reins à l'heure actuelle dans le monde du foot. mais le problème de Vinicius, c'est pas ses qualités footballistiques. Oui, Tu vois, on demande à. Même nous, au sein de la communauté, tu vois, on est beaucoup à être agacés, un petit peu irrités par Vinicius. On demande, voilà, tu demandes à tes potes, on demande tous à nos potes qui sont pas forcément des fans du Real, tu penses quoi de Vinicius? Bah, il y en ils a peuvent au pas le moins, blairer. il y en a Moi, un. mes potes ne peuvent pas le blairer. Bah voilà, moi c'est pareil. S'ils sont pas fans du Real, ok, c'est un très grand joueur, mais je peux pas le saquer parce que je déteste son attitude, tout le temps en train de simuler. Enfin, ça ils extrapolent un petit peu, mais voilà, il simule, il râle tout le temps, il se plaint tout le temps. Donc voilà, donc que Mbappé, même si Mbappé, notamment nous côté francophonie, sur ces dernières années, son image a été dégradée, notamment en France, parce qu'il y a ces histoires avec le PSG, parce que il y a eu ces caprices à droite à gauche. Il y a aussi cette feinte qu'il a mis au Real Madrid en 2022. Mais tout ça, le très très grand public, toi les Américains par exemple, tu vois, je pense qu'ils sont même pas au courant, tu vois, ils s'en tapent complètement. Donc le rayonnement à ce niveau-là, il est différent entre Vinicius et Mbappé. Enfin bref, on est parti, je pense, très loin dans le débat, mais je pense Mais je que. pense qu'on voit juste quand même. Mais bien sûr, et de toute façon, encore une fois, je vais redire la première phrase que j'ai dite. Si Vinicius enfin, il était au centre du projet, mais si l'objectif du Real était toujours de faire Vinicius le centre du projet, le Real n'aurait pas ramené Kylian Mbappé au Real Madrid, aurait plutôt été sur un joueur complémentaire à Vinicius et pas Mbappé, parce que Mbappé, on va dire, on avait tous des doutes sur la complémentarité que les deux pouvaient avoir. Enfin, dire, c'est pas quelque chose qui est forcément très naturel, et puis on est en train de l'observer. Enfin,
Bref, voilà nos réponses. J'espère qu'elles vous auront plu, même si je pense qu'elle va pas plaire à tout le monde cette réponse-là, mais en tout cas, c'est Ouais. ce qu'on pense et objectivement encore une fois parce que nous on n'est pas pro Mbappé, pas pro Vinicius, pas pro Renego, pas pro personne et pro Real Madrid. Bon, merci Rota, on a bien blablaté, elle va être un petit peu longue cette Merci Tom. FAQ. Passez une bonne journée soit au moment selon le moment où vous regardez cette vidéo. On se retrouve évidemment vendredi pour les conférences de presse et puis samedi pour le débrief. Allez, ciao. Ciao.